Le 17 avril 2007, le maire de Nagasaki, Icho Ito, est brusquement assassiné. L'homme derrière cette attaque est un membre actif d'un clan Yakuza. Cet événement met à nouveau en lumière l'influence que l'organisation exerce sur la société japonaise. Depuis des décennies, les Yakuza incarnent une aura de mystère et de pouvoir dissimulant leur activité dans les recoins les plus sombres de la société. Leurs rituels ancestraux, leur code d'honneur strict et leur loyauté sans faille fascinent autant qu'ils effraient. Plongeons-nous dans cet univers complexe où la loyauté est primordiale et où la trahison est un crime impardonnable. Bienvenue dans le monde des Yakuza. Avant de parler des Yakuza que l'on connaît actuellement, il est intéressant de comprendre leurs origines. On sait que l'origine des Yakuza se situe dans les années 1600 et 1700 au Japon, mais leurs origines historiques sont très controversées et font l'objet de plusieurs théories. Certains chercheurs soutiennent que les Yakuza ont émergé comme une réponse aux conditions tumultueuses de l'époque, marquées par des conflits politiques et des bouleversements sociaux. Selon cette théorie, ces groupes marginalisés auraient été formés pour protéger les communautés locales et préserver l'ordre social dans ce contexte d'instabilité. D'autres avancent que les Yakuza ont évolué à partir d'associations de métiers ou de sociétés secrètes liées à des pratiques religieuses. Ces groupes auraient graduellement développé des structures et des codes de conduite qui ont finalement abouti à la formation des Yakuza tels qu'on les connaît aujourd'hui. L'origine même du mot Yakuza fait aussi l'objet de plusieurs théories. La première théorie est que le terme Yakuza trouve ses racines dans le langage d'un jeu de cartes japonais appelé Oisho Kabu. Ya vient de Yatsu qui signifie 8, Ku veut dire 9, et Za serait une déformation de San qui signifie 3. Yakuza est la somme de 8, 9 et 3, soit 20, un total qui correspond à une main perdante dans ce jeu de cartes. Le mot Yakuza signifie donc littéralement le fait d'être un perdant. Et ce choix de nom n'est pas anodin, car il reflète l'origine sociale des Yakuza. Ils étaient issus des couches les plus défavorisées de la société. Comme on l'a dit avant, ils étaient définis comme marginalisés. En adoptant ce nom, ils reconnaissent leur statut social précaire, mais ils en font aussi une source de fierté et de force, en se forgeant une identité à partir de leur situation initiale de perdant. La seconde théorie sur l'origine du mot est la suivante. À l'époque, les policiers s'aventuraient parfois dans les temples pour débusquer les joueurs clandestins. Il y avait donc un guetteur, appelé Yaku, installé à l'entrée sur une chaise nommée Za. Celui-ci symbolisait ainsi le rôle essentiel de cette posture, servant en quelque sorte de rempart entre les forces de l'ordre et les joueurs clandestins. Les Yakuza ont quelques similarités avec la mafia italienne. Ils ont tous deux une structure familiale et hiérarchique forte. Le chef de clan des Yakuza qu'on appelle l'Oyabun, l'équivalent du parrain, c'est le patriarche. Il transmet d'ailleurs son titre à travers le sang ou la confiance. Les membres, Kobun, qu'on traduit par protégé, lui prêtent fidélité, et la structure est basée sur cette relation suivant un certain code. Il y a aussi les conseillers, les Common, qui entourent le chef, tandis que le Kashira est son bras droit. La grande majorité des Yakuza se trouve au Japon, mais ils possèdent également des ramifications dans le monde, et particulièrement aux États-Unis, qui comptent une importante communauté japonaise. Mais est-ce que tous les membres Yakuza sont d'origine japonaise ? Les clans Yakuza, qui étaient majoritairement constitués de Japonais à l'époque, commencent à accepter d'autres origines. Certains clans connus ne se fient d'ailleurs qu'aux compétences des individus. Les Coréens, qui forment actuellement le groupe minoritaire le plus important du Japon, sont très présents au sein de la mafia japonaise. Ceux qui rentrent dans la pègre ont pour principal but d'échapper à la pauvreté, car leur intégration sociale et financière au Japon reste difficile. Mais comment se passe le recrutement ? Avant d'entrer dans un clan Yakuza, les aspirants doivent prouver leur attachement aux traditions et à leur nouvelle famille. Après environ 6 mois d'apprentissage, ils participent à la cérémonie d'intronisation appelée Sakatsuki. C'est un rituel rigoureux où l'Oyabun, donc le parrain, et le nouveau membre partagent du saké mélangé à du sel et des arêtes de poisson. Ils boivent ensemble pour sceller les liens du sang et de la fidélité du nouveau membre. Ce dernier garde alors sa coupe de saké, symbole de sa fidélité. Le rituel se termine par un discours de l'Oyabun rappelant les principes des Yakuza, suivi d'un cri collectif de félicitations. En parlant des principes, les Yakuza ont un code d'honneur strict appelé le Bushido, et il contient 9 règles. Tu n'offenseras pas les bons citoyens, tu ne prendras pas la femme du voisin, tu ne voleras pas l'organisation, tu ne te drogueras pas, tu devras obéissance et respect à ton supérieur, tu accepteras de mourir pour le parrain ou de faire de la prison pour lui, tu ne devras parler du groupe à personne, en prison tu ne diras rien, et il n'est pas permis de tuer un civil. La dernière règle n'est pas souvent appliquée. Mais que se passe-t-il si un Yakuza commet une faute ou viole l'une de ces règles ? Eh bien il existe une autre cérémonie bien plus rude, le Yubitsume, ou cérémonie de l'amputation du doigt. Le Yakuza doit alors se repentir en se coupant lui-même le petit doigt et en l'offrant au parrain. Il restitue également la coupe de saké reçue lors de son initiation. En cas de récidive, il doit répéter le rituel avec les autres doigts. Les doigts amputés sont souvent conservés dans du formol en signe de honte.
Et cette tradition peut aussi être utilisée pour mettre fin à un conflit en offrant le doigt à un autre clan, mais elle est devenue plus rare. En 1993, 45% des Yakuza avaient subi une amputation de phalange, et 15% ont été mutilés plus d'une fois. D'ailleurs, certains Yakuza repentis mettent de faux doigts en silicone afin d'éviter que les autorités les remarquent et pour se réintégrer sans encombre à la société. En cas de faute grave, le Yakuza peut être exclu du clan en recevant une lettre d'exclusion, et la couleur de l'écriture de la lettre a aussi son symbole. Si cette lettre est écrite en noir, ça symbolise une exclusion temporaire, tandis qu'en rouge, elle signifie une exclusion définitive, l'empêchant d'intégrer par ailleurs d'autres familles. En cas de faute extrême, les Yakuza peuvent opter pour le seppuku. Si ce nom vous dit rien, on l'appelle également le harakiri, un suicide par éventration. Cette méthode populaire chez les samouraïs et les soldats japonais pour expier leurs fautes est donc également utilisée par les Yakuza en cas de transgression extrême. Lorsqu'on parle des Yakuza, on pense souvent à leur tatouage. Ce rituel connu sous le nom d'Irezumi au Japon est omniprésent. Et il y a également toute une tradition dans la manière de le faire et l'expérience est plutôt douloureuse. L'encre est insérée sous la peau à l'aide d'aiguilles montées sur un manche en bambou, fabriqué à la main. Cette méthode coûteuse peut prendre des mois, voire des années pour des tatouages intégraux. Plus de 68% des Yakuza porteraient des tatouages et chaque clan a ses motifs distinctifs. Cette tradition trouve ses racines dans les Bakuto, qui étaient des joueurs nomades souvent décrits comme des parias et qui se déplaçaient dans tout le Japon, et où chacun de leurs crimes était marqué par un cercle noir autour du bras. Aujourd'hui, les tatouages sont pour les Yakuza un symbole de courage et de fidélité envers leur famille, le tatouage étant quasi irréversible. Mais comment les Yakuza gagnent-ils leur argent ? Eh bien, ils peuvent avoir de nombreuses sources de financement. À la base, il s'agissait du trafic de drogue et de la prostitution, on en parlera plus en détail après, mais il n'y a pas que ça. Parmi les sources de financement les plus importantes, on compte les magouilles immobilières, où ils utilisent des tactiques de corruption pour obtenir des propriétés à des prix avantageux ou pour exercer un contrôle sur des zones clés de développement. En parallèle, les Yakuza exercent un racket sur les entreprises, notamment les petites entreprises, en les forçant à payer des pseudo-protections en échange de leur sécurité, l'équivalent du fameux pizzo fait par la mafia italienne. De plus, les Yakuza investissent dans les industries du jeu et même dans certains sports comme dans le sumo, le sport traditionnel du Japon par excellence. L'âge d'or des Yakuza va être durant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Japon déchu est occupé par les forces américaines et des milliers de soldats sont alors présents dans la péninsule. Les Yakuza en profitent pour organiser divers trafics, notamment le trafic de drogue et la prostitution. Ils profitent aussi du chaos général pour s'approprier illégalement des terrains à travers le pays. En parallèle de tout ça, les Coréens et les Taïwanais, utilisés comme main-d'œuvre durant la guerre, retrouvent leur liberté et les mafias de leur pays d'origine tentent de s'installer au Japon, souhaitant également profiter du chaos qui gangrène le pays. Et ils réussissent leur coup, du moins dans un premier temps. Les forces de police japonaises étant en sous-effectif, les mafias coréennes et taïwanaises gagnent rapidement du terrain. Et il est inenvisageable pour les Yakuza de laisser le juteux business du marché noir au sein d'autres mafias. Ils concluent alors un accord avec le gouvernement japonais. Le gouvernement fermait les yeux sur les activités des Yakuza, et en échange, ces derniers luttaient contre les mafias étrangères. Les Yakuza deviennent alors gagnants sur plusieurs niveaux, ils bénéficient dans l'ombre de l'appui des hommes politiques et de la police, ils font fleurir leur business lié au marché noir, et les forces d'occupation américaines les voient comme une force régulatrice dans la société japonaise morcelée. De plus, les Américains ne voient pas d'un bon œil l'influence grandissante de la Chine menée par le dirigeant Mao. Alors, pour s'assurer de ne pas laisser le Japon tomber aux mains des communistes, les Américains libèrent plusieurs détenus politiques, dont un certain Yoshio Kodama. Cet homme ultranationaliste et proche des Yakuza va alors servir de rempart face à l'influence chinoise, mais pas que. Kodama réussit à amener la paix au sein des différents gangs Yakuza, ce qui va naturellement faire grandir leur influence. Plusieurs dirigeants politiques ou de grands patrons d'entreprises vont alors collaborer avec les Yakuza pour mettre fin aux grèves ou autres manifestations anti-gouvernementales. Entre 1958 et 1963, les Yakuza voient leur rang grandir d'une manière fulgurante, avec une croissance de 150%. À leur apogée, ils sont près de 184 000 membres répartis au sein de 126 gangs. Mais cette folle ascension ne va pas durer. Au début des années 1990, plusieurs facteurs mettent les Yakuza au second plan. La population commence à avoir une image ternie des Yakuza et de leur business, suite notamment à divers règlements de compte dans les rues japonaises. Mais ce n'est pas l'unique raison. La lutte contre le communisme devient moins importante à la suite de la chute de l'URSS en 1991. Les Yakuza qui auparavant aidaient à la lutte sont moins utiles au gouvernement. Ce dernier décide donc d'introduire en 1992 une loi appelée la loi anti-gang. Et cette loi a changé la donne. Elle vise à mettre en place une série de mesures pour lutter contre l'expansion des Yakuza. Cette loi amène à des sanctions pénales plus sévères pour les crimes commis par ces groupes
Et la loi est révisée et durcie en 2004 par une mesure qui rend responsables les chefs de clan en cas de dommages causés à des personnes civiles. Depuis que cette loi est entrée en vigueur, le nombre de yakuza a beaucoup baissé. Mais cela ne signifie pas que la mafia japonaise est affaiblie. Au contraire. Par exemple, les 3 grandes organisations yakuza du pays se sont renforcées. La loi a obligé les yakuza à être plus sélectifs dans le choix de leurs membres, ce qui les a rendus plus unis et plus efficaces. En plus, la loi a obligé les gangs à se présenter de manière légale. Bien que cette légalité est uniquement de façade, les organisations se présentent maintenant comme de simples associations ou des entreprises. Les yakuza sont donc rentrés dans la clandestinité. Bien qu'ils aient été désignés comme une force régulatrice après la Seconde Guerre mondiale, les yakuza ont perdu leur image du passé et sont bien moins nombreux qu'auparavant. Après avoir culminé à 180 000 membres dans les années 1960, à l'apogée de l'organisation, leur effectif a fortement diminué. En 2022, on recensait environ 22 000 membres. Bien qu'ils aient été réduits en nombre, les yakuza persistent comme une force influente dans la société japonaise, continuant à exercer leur présence dans les domaines économiques, politiques et sociaux. Leur capacité à s'adapter aux changements constitue leur principale force. Et tant qu'il y aura des conditions favorables à leur existence, il est probable que les yakuza trouveront des moyens de persister dans le paysage japonais.